Voilà, et on reviendra évidemment dans cette émission sur cet important projet d'aménagement du quartier Herman Debrou. 2 pétitions sur l'abattage sans étourdissement, une en faveur de l'interdiction et l'autre qui s'y oppose, mais aussi des débats sur la fin du cumul bourgmestre-député ou sur la rémunération des conseillers communaux, et puis vous ajoutez tous les débats d'actualité. On ne chôme pas en ce moment au Parlement bruxellois et on va en parler avec notre invité en studio, c'est le chef de groupe pour Écolo au Parlement régional, John Pietrzak. Nous accueillons. Bonjour John Pietrzak, merci d'être avec nous. 2 pétitions, on l'a dit, autour de l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. C'est un débat qui est en train de s'envenimer. Non, c'est un débat qui est en train d'être lancé. C'est très bien qu'il soit lancé. Donc aujourd'hui, le Parlement bruxellois a décidé, vous l'avez dit dans votre introduction, de lancer une série d'auditions. Il y aura 3 séances d'auditions avec des acteurs, vous l'avez dit, très divers. Il y aura des acteurs économiques, il y aura des représentants des cultes, il y aura des représentants des défenseurs du bien-être animal, il y aura des experts vétérinaires et nous espérons que ces auditions nous permettront d'y voir plus clair quant aux arguments en présence. Ouais, alors j'imagine que vous n'allez pas me répondre si je vous demande ce que va voter le groupe Écolo. Vous avez déjà la réponse ? Ce sera liberté de vote ou pas chez vous ? Ce sera liberté de vote, oui. Donc il y aura une partie des députés qui voteront peut-être l'interdiction et d'autres qui s'y opposeront, c'est possible ? Il y aura sans doute des sensibilités différentes. En fait, on se rassemble autour d'une série de constats, c'est-à-dire que nous sommes d'accord, nous sommes bien entendu tous convaincus que le bien-être animal, c'est non seulement un thème important, mais un thème qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années qui viennent. Mais nous pensons aussi qu'il y a pas mal de manières de mal emmancher ce débat. Et donc, réduire le bien-être animal aux 5 dernières minutes de vie de l'animal, nous ne sommes pas certains que ce soit la meilleure manière d'entamer le débat. Nous devons y être attentifs. Et puis, nous savons que ce sujet est sensible parce qu'il met en vis-à-vis d'un côté le bien-être animal et de l'autre côté la liberté de culte, et en tout cas la manière dont les communautés concernées sont sensibles à cette liberté de culte. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait le reporter, ce débat, ou que c'est peut-être pas utile de le trancher maintenant ? Alors, à ce stade, moi, je pense que c'est important de mener les auditions. C'est vraiment important. On ne va pas reporter les auditions. Je crois qu'il y a pas mal de citoyens... Donc les auditions, mais peut-être pas le débat ni le vote. A priori, il y a un vote qui est prévu. Maintenant, il y aura peut-être un point d'étape après les auditions. Mais moi, je crois que c'est important de ne pas avoir peur de ce débat. Oui, il y a une déclaration remarquée d'Olivier Minguin la semaine dernière qui indiquait que pour lui, les parlementaires ne pouvaient pas, sur un sujet aussi sensible, se transformer en alliés objectifs des partis d'extrême droite. Et donc il disait, pour être très clair, que cette interdiction, s'il devait être votée, elle ne pouvait pas être votée grâce aux voix de l'extrême droite, Vlaams Belang, et Olivier Minguin y rajoutait la NVA. Ça trouve un écho chez vous, ça, ou pas ? Je crois que ce serait dommage que le vote, l'adoption et la non-adoption de cette ordonnance dépendent du vote de Vlaams Belang. Alors, même si je ne partage presque rien avec le programme de la NVA, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la NVA est un parti d'extrême droite. Donc c'est une ou deux voix d'écart, ce ne serait pas suffisant, mais s'il y en a 4 ou 5, on acceptera le résultat du vote démocratique. Oui, mais ce n'est pas seulement une question quantitative, ce n'est pas seulement une question mathématique, monsieur Grosfilet. Je crois que c'est important que ce débat se passe bien. C'est-à-dire que quand on observe ce débat, très vite on se dit, mais au fond, qui va gagner ? Ça va jouer à 1 ou 2 voix près, qui va gagner, qui va perdre ? Moi, je crois que ce qui est vraiment important, c'est que quelque chose qui ressemble, on en parlera peut-être plus tard quand on parlera de démocratie ou d'affaires institutionnelles, c'est qu'il y ait quelque chose comme un intérêt régional bruxellois qui puisse être débattu. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à ces auditions. Et ça pourrait être une pause dans le débat, cet intérêt régional ou pas ? Mais tout est possible. Mais si je vous dis ça pourrait être une pause dans le débat, ce serait déjà peut-être interprété comme une manière de dire Écolo ne veut pas de ce débat. Mais nous n'en avons pas peur et nous attendons ces auditions. Nous pensons qu'elles sont importantes. Alors, autre point fort dans l'actualité bruxelloise, la réorganisation de la gouvernance locale avec la fin du cumul possible entre un mandat de député régional et un mandat exécutif dans une commune, c'est-à-dire un poste de bourgmestre ou d'échevin. C'est une victoire pour Écolo, vous le souhaitiez, hein. C'est vous qui l'avez fait inscrire dans la déclaration de majorité. Tous les partis ne sont pas aussi enthousiastes que vous. C'est un combat d'Écolo depuis très très longtemps. Enfin, Écolo, depuis sa création, c'est un parti anti-cumul. Mais alors, ce n'est pas une victoire d'Écolo contre les autres partis, ce n'est pas une victoire tactique, ce n'est pas une victoire pour embêter d'autres partis ou d'autres représentants. Et puis on a peut-être l'occasion d'y consacrer quelques secondes de plus, c'est une mesure de gouvernance publique, c'est une mesure démocratique, c'est surtout ça qui est important. Ouais. Beaucoup de détracteurs de cette mesure trouvent que c'est dommage de se passer de l'expertise des bourgmestres et échevins, et qu'à l'échelon de Bruxelles, avoir un bourgmestre ou un échevin dans les travaux parlementaires, lorsqu'on a un débat un petit peu technique, c'est toujours utile. Mais moi je crois qu'un parlement de bourgmestres et d'échevins, comme c'était le cas il y a 20 ans, il se passait de l'expertise de beaucoup de membres de la société civile, de beaucoup de militants, de beaucoup de personnes issues du monde socio-économique, d'une part. Et puis,
Mais honnêtement, cette objection, elle me fait tomber les bras, jusqu'à preuve du contraire. Les conseillers communaux, ils ne sont pas touchés par le décumul. Les conseillers communaux, ce sont des gens qui consacrent des heures et des heures à la vie communale, aux dossiers Donc communaux. eux, ils pourront continuer à siéger au Parlement. Ils pourront continuer à siéger. Mais je vais même vous dire un secret. Les bourgmestres, absolument convaincus que les choses se passent au régional et que l'expertise, leur connaissance des choses doit être à tout prix exprimée au niveau régional. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, ils peuvent se présenter aux élections régionales. Ils peuvent se présenter aux élections régionales, ils peuvent devenir députés. Il y a juste une chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est rester bourgmestre. Je crois qu'en fait, le vrai scandale pour les personnes qui disent que le problème de l'expertise, le vrai scandale, ce n'est pas que les bourgmestres puissent, ou des anciens bourgmestres, ou des anciens échevins puissent délibérer au Parlement régional. Le vrai scandale, c'est qu'ils ne puissent plus cumuler les 2 mandats. Alors, une remarque quand même d'Alexia Bertrand, dans l'opposition pour le mouvement réformateur, qui dit « Le vrai courage aurait été de diminuer le nombre de députés à Bruxelles. 89, c'est trop. » Ben écoutez, je crois que tout est dit. Tout est dit. Je crois que c'est vraiment... Enfin, je nous suggère de passer quelques secondes sur cette phrase. Elle est vraiment intéressante. En fait, qu'est-ce que dit Alexia Bertrand ? C'est, en fait, un bon système politique, c'est un système qui coûte peu. C'est un système qui coûte peu et donc c'est un système où il y a le moins d'élus possible. Ouais. Mais il y a plus d'élus à Bruxelles qu'en région wallonne ou en région flamande alors qu'il y a moins d'habitants. Mais il y a une solution, je l'ai dit en commission, il y a une solution très simple pour limiter le coût de la démocratie. On prend une dizaine de sachants, on forme un gouvernement, on supprime le Parlement et on met des spécialistes des bonnes solutions, régler les choses à Bruxelles. Moi, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir au nombre d'élus, mais réduire la réflexion sur le décumul à un simple calcul de plus ou moins de députés. Mais je vais vous dire, M. Grosfilet, ça fait 16 ans que le MR est dans l'opposition. Et quand il dit que la réforme qu'il fallait faire en termes de gouvernance publique, c'est la diminution du nombre d'élus, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment cher payé les 16 ans d'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réformes sur lesquelles réfléchir ? Eh bien non, pour Alexia Bertrand, c'est la diminution du nombre d'élus. Alors, on va quitter, si vous voulez, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, 2-3 minutes. On va quitter le régional, parler au fédéral. Est-ce que Bruxelles doit se préparer à une réforme de l'État ? Et est-ce que les Bruxellois doivent commencer à se parler entre eux de ce qui sera acceptable ou pas dans une réforme de l'État ? Je vous pose cette question parce que Rachid Madran, président du Parlement, y a fait allusion lors de son discours à la fête de l'Iris. Tous les citoyens doivent se préparer au fait qu'en 2024, il y aura de nouvelles élections, dont les résultats sont très incertains, surtout en Flandre, et qui amèneront à des réflexions, peut-être des discussions, peut-être des négociations institutionnelles. Quand je dis tous les citoyens, c'est parce que quand on pose la question « faut-il se préparer à une réforme institutionnelle ?», c'est un peu comme s'il s'agissait de fourbir ses armes et de se préparer à une négociation en château. Moi, je suis assez content qu'au niveau fédéral, il y ait quand même des processus participatifs qui soient mis en place pour que les citoyens aient aussi leur mot à dire. Et je crois que c'est ce que nous voudrons et c'est ce que nous allons faire aussi à Bruxelles via l'organisation des futures, prochaines des États généraux. Ouais. Est-ce qu'un jour, il y aura la parité au Parlement bruxellois ? Je le souhaite, en ou tout cas. Ou au gouvernement bruxellois ? Je parle de parité genrée, homme-femme. Je le souhaite. En fait, il y a une ordonnance qui a été déposée par la majorité, prise en considération, qui sera bientôt délibérée d'abord en commission finances et puis au Parlement bruxellois, qui va accroître la représentation garantie des sexes masculins et féminins au sein du gouvernement. Au gouvernement, pas au Parlement. Au gouvernement, mais au Parlement. Au Parlement, il y a maintenant en début de législature, a été votée une autre ordonnance assez importante, l'ordonnance dite Tirette, qui garantit qu'au niveau des listes électorales, chacune des places sur ces listes soit alternativement occupée par un homme et par un frère. La démocratie progresse à Bruxelles ou pas ? Je pense. Ouais. John Pitzey, merci d'avoir été avec nous, chef de groupe écolo pour le groupe écolo au Parlement régional.